Du coup, pour expliquer un petit peu ce qui lie aujourd'hui Yargo à l'économie circulaire en tant que laboratoire de sciences de gestion rattaché à l'Université de Bordeaux, pas qu'à l'IAE, hein, puisqu'on a des chercheurs en sciences de gestion à Bordeaux qui viennent de différentes institutions. Donc voilà, on a un regroupement de laboratoires au sein de la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui s'appelle Regena. Et donc, dans ce cadre-là, on a postulé assez récemment un appel d'offres de l'ADEME qu'on n'a pas remporté, mais qui nous a permis effectivement de faire un petit peu le point sur ces questions d'économie circulaire, qui nous semblaient peut-être un peu plus précises, hein, que la thématique est beaucoup plus vaste de la responsabilité sociétale d'entreprise. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu un travail qui a été mené avec une consultante, Annabelle Berger, et une société informatique qui est située à Lille, qui s'appelle La Société Nouvelle. On a répondu en fait à un appel d'offres d'un consortium sur Paris qui s'appelle Record et qui traite plus spécifiquement des questions de durabilité. Et donc là, à l'intérieur donc, de ce consortium, vous avez des acteurs comme Renault, comme la SNCF, hein, et puis également le ministère de l'écologie. Et donc là, on a effectué pendant une période d'un peu plus de 2 ans une recherche avec un certain nombre d'entretiens. Ça débouche globalement sur l'idée que pour l'instant, sur les questions d'économie circulaire, alors c'est beaucoup plus vaste, hein, que simplement les problématiques de logistique, hein. Ça inclut effectivement les problématiques d'éco-conception, de production industrielle. Et ça a débouché notamment sur l'idée que il n'y avait pas à proprement parler déjà de consensus sur les indicateurs entre la CSRD et les toutes nouvelles normes en fait d'indicateurs en termes d'économie circulaire. C'est pas très clair en fait. Il n'y a pas vraiment eu de travail coordonné. Et puis par ailleurs, on n'a toujours pas de comptabilité en fait, hein, qui permet véritablement d'établir disons, le degré de circularité. Donc, alors c'est vrai que l'information comptable, elle est intéressante parce que ça doit être, ou ça pourrait être en tout cas, si on n'a pas une vision très, disons, localisée d'une problématique, elle pourrait permettre, cette information comptable, d'avoir une vision un peu globale, hein, du degré de circularité d'un- d'une entreprise, d'une entité juridique. Alors, après, les problématiques d'économie circulaire posent d'autres questions qui étaient un peu au cœur là, de la problématique qui nous avait été, sur laquelle on avait dû plancher avec le consortium Record. C'était des problématiques en fait de partage de la valeur. Donc, comprendre comment la valeur est créée, mais comment elle est partagée, comment elle se répartit. Surtout que finalement, quand on veut passer d'un schéma d'économie linéaire à un schéma d'économie circulaire, on peut imaginer qu'il y ait des gagnants et des perdants. Donc, de ce fait, si on ne comprend pas véritablement comment la richesse en fait est répartie, on risque d'avoir un certain nombre de résistances. Alors, à la fin du rapport qu'on a effectué pour Record, on a essayé en fait de bâtir, de hiérarchiser un certain nombre d'actions par degré de priorité et par importance de ressources. Alors, il me semblait qu'effectivement, parmi les priorités les plus importantes et qui nécessitaient pas forcément des ressources très importantes, l'action des pouvoirs publics jouait un rôle déterminant. Dans les entretiens qu'on a pu effectuer, euh, bon, les pouvoirs publics ont un rôle d'impulsion, mais c'est peut-être pas forcément, euh, admettons, le gouvernement français ou les instances de l'Union européenne qui sont les plus importantes. On peut avoir des acteurs comme par exemple l'AFNOR ou l'ISO qui jouent un rôle encore plus important
dans ces domaines, mais il est certain que la compétence en fait des pouvoirs publics semble un élément assez crucial. Et dans les entretiens qu'on a pu effectuer, on n'a pas eu l'impression que les hauts fonctionnaires étaient toujours, à part quelques exceptions près, étaient toujours en fait très au fait des compétences qui sont déployées dans des acteurs du secteur privé comme Renault, bien qu'il y ait une petite part effectivement de, de part de l'État français dans le capital de Renault. Alors ensuite, sur la thématique importante des limites planétaires, on ne voit pas toujours non plus très bien à l'heure actuelle, d'abord comment ce concept issu des travaux de Rockström pourrait être descendu à l'échelon des entreprises. Et donc là, bon, il y avait un peu, on considère qu'il va falloir encore disons, investir un certain nombre de ressources assez significatives. Alors, on a les travaux là, de Nicolas Antome et, en comptabilité et également de Delphine Gibassier qui ont proposé hein, cette idée d'intégration des limites planétaires dans les systèmes comptables. Bon, enfin, c'est encore un peu flou, hein, on ne voit pas très bien en réalité comment ils mettent ça en pratique. Alors, sur la comptabilité circulaire, c'est là manifestement qu'il y a le plus de ressources à envisager. Il y a très très peu de travaux en fait qui portent sur la notion de comptabilité circulaire qui nous semblait quelque chose d'important. Et je reviendrai là-dessus parce qu'en fait, nous, on a utilisé du coup l'outil euh, de Sylvain Humilière, qui est un outil qui repose sur une base de données qui s'appelle Exiobase. Alors, le principe d'Exiobase, ce sont des matrices. Alors, j'ai fait un peu d'économie, mais enfin, ça reste quand même pas ma spécialité. Il y aura peut-être d'ailleurs parmi vous des gens qui connaissent mieux que ça que moi. Donc, l'une des spécialités d'Exiobase, c'est de permettre de déterminer quel est un impact environnemental d'un secteur donné, puisqu'en fait, il y a des relations croisées entre les différents secteurs. Et donc, pour un euro dépensé dans un secteur, on va pouvoir en fait retranscrire en fait ce qui se passe, enfin quels sont les impacts associés à cet euro dépensé. Et quand on a la comptabilité d'une entreprise, on peut à ce moment-là, si on a une information détaillée sur l'ensemble des fournisseurs auxquels on doit faire appel, on peut déterminer du coup les impacts de cette activité. Donc ça donne des diagrammes de cette nature. On a pu du coup comparer avec l'outil web maîtrise de de la société nouvelle, le schéma d'une activité qui fonctionnerait avec du biogaz et son principe de méthanisation. Et on a pu du coup apprécier l'empreinte, différents aspects d'ailleurs. Donc ça donne ce type de diagramme où on voit finalement comment un modèle économique par rapport à un autre peut-être a besoin en fait de ressources plus ou moins importantes. Alors là, c'était par rapport à l'empreinte carbone, mais on peut faire la même chose sur une empreinte énergétique. On peut faire la même chose sur une empreinte matière et on peut faire la même chose sur une empreinte eau. Et donc là, on voit les bénéfices potentiels d'une activité qui reposerait sur un schéma qu'on pourrait qualifier un peu plus circulaire que la précédente. Alors pour ça, donc cette base de données en fait, Exiobase, aujourd'hui, eh ben, elle est disponible, mais elle n'est pas forcément très facile à mobiliser et à utiliser. Et on voit que bon, elle n'est pas parfois suffisamment précise pour établir des calculs qui permettent de différencier certaines activités. Donc il y a un travail en fait des pouvoirs publics justement qui devrait proposer, alors je suis pas sur mon tableau, qui devrait proposer effectivement
disons, une analyse beaucoup plus fine. Voilà. Alors là, aujourd'hui, bah, sur l'économie circulaire en tant que telle aussi, on n'a pas du tout l'équivalent d'une chaire de circularité comme au Québec, hein, qui a été financée avec plusieurs millions alors Québec de dollars, mais on va dire d'euros, c'est à peu près la même chose. Donc on n'a pas le réseau qui existe en France, en tout cas à ce stade, hein, qui permettrait aussi de développer une réflexion avec suffisamment de moyens. On peut faire certainement des choses, mais enfin, c'est quand même, ça reste aujourd'hui quand même du bricolage. Alors, avec une priorité peut-être un peu plus modérée, on a effectivement identifié d'autres éléments. D'abord, par filière, la capacité de comprendre en fait comment les transformations vers un schéma d'économie circulaire pourraient potentiellement, euh, disons, transformer la répartition de la valeur. Alors là, c'est pas forcément très clair, donc ça nécessiterait en fait d'avoir des études par secteur. Et pour inciter également certaines entreprises à transformer leur mode d'organisation, on pense qu'on a proposé en fait qu'il y ait une transformation des systèmes d'incitation fiscale. Euh, alors on retrouve effectivement ici un peu la travaux sur la théorie des incitations. Sur les données, alors il nous semble important effectivement qu'il puisse y avoir des données qui soient harmonisées et qu'il y ait peut-être une forme de traçabilité accrue. Alors il y a peut-être des perspectives, des discussions hein, entre les spécialistes pour savoir s'il faut que ça soit de la blockchain ou pas et s'il faut qu'il y ait d'autres types disons, de technologies. Peut-être que sur l'économie circulaire, un point qui est peut-être pas forcément toujours très évoqué, c'est les possibilités finalement de fausses déclarations, un peu comme on le voit aussi avec des systèmes d'information de comptabilité financière, on peut avoir des fausses déclarations, des fraudes comptables. Il est probable qu'effectivement la blockchain pourrait éviter ce genre de problème, surtout quand il est question de déchets. On voit que dans certains pays, d'ailleurs, il y a des activités mafieuses hein, qui se développent autour du retraitement des déchets qui sont du coup déversés dans la nature pour des tarifs défiant toute concurrence. Donc, j'imagine que le suivi des flux matières, en fait, est quelque chose d'assez important. Alors, dernier point qui est peut-être pas parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt finalement, mais ça va nécessiterait effectivement des moyens, je dirais pas forcément colossaux. Euh, et bon, à voir. C'est vrai que on n'a pas trop vu pour l'instant la profession comptable sur ces enjeux. Et on pourrait imaginer qu'à terme, il y ait effectivement des travaux de normalisation sur cette problématique. Euh, bon, alors ça, on a pensé que on serait pas encore tout à fait, disons, prêt. On n'est pas encore tout à fait prêt, effectivement. Et on n'a pas la maturité tout à fait nécessaire. Alors, on peut dire que c'est un peu dommage, effectivement, que la profession comptable soit pas plus impliquée. Alors, c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, les choses ont beaucoup changé. Bon, pour en être sûr en l'espace de 3 4 ans. Puisqu'il y a 3 ans de mémoire, j'avais effectué une série d'entretiens avec toute une série d'experts comptables sur ces questions. Bon, on peut dire leur degré de mobilisation sur les questions de développement durable était assez limité. La CSRD a quand même changé beaucoup de choses et comme vous le savez, une des ESRS, donc des normes associées à la CSRD, est dédiée aux questions d'économie circulaire. Donc on peut imaginer qu'il y ait une attention croissante qui soit portée par la profession comptable. Alors, la profession comptable, c'est aujourd'hui un, c'est un terme qui est assez flou.
parce qu'en fait, ça recouvre d'un côté, c'est une profession qui est segmentée à minima en 2, c'est-à-dire d'un côté des experts comptables, de l'autre des commissaires aux comptes. Donc c'est pas les mêmes instances. Et ensuite, donc, vous avez les comptables en entreprise, bah forcément ni experts comptables et qui sont encore moins que commissaires aux comptes. Et puis après, cette profession comptable, elle est servie par des prestataires qui mettent à disposition des technologies, des systèmes d'information, des logiciels sur lesquels la profession comptable a finalement un peu perdu sa souveraineté. Donc elle se retrouve parfois un peu dépendante des solutions informatiques et du bon vouloir en fait des éditeurs informatiques de faire évoluer ou pas les méthodologies. Pour les entretiens, alors voilà, donc on avait ça, c'était le comité de suivi effectivement de notre étude. Et donc, on a effectué toute une série d'entretiens auprès d'experts, euh, avec notamment intégré les travaux de l'école des mines que vous connaissez. Voilà, alors, donc, voilà un peu où on en est. Alors, du côté, ensuite, pour revenir un petit peu à ce que je disais sur un plan méthodologique, du côté de l'économie circulaire, il y a d'autres travaux qui peuvent être, je pense, envisagés avec des méthodes un peu alternatives au recours à cette approche de type Exiobase, euh, qui finalement, du côté ingénieur, assez mobilisé dès qu'on n'a pas les flux de matière, mais donc il y a aussi les ingénieurs qui recourent pas mal à d'autres méthodologies, comme notamment l'analyse de cycle de vie, et avec donc des bases de données un peu alternatives comme EcoInvent et des logiciels spécifiques comme OpenLCA. Et donc, quand on renseigne les informations dans ces outils, on peut aussi avoir, disons, d'autres approches. Et il y a des travaux aussi qui sont en cours à l'heure actuelle et qui ont été publiés par des chercheurs de l'Université de Bordeaux sur ces questions d'utilisation, d'optimisation en fait de l'utilisation des bases de données, notamment avec EcoInvent et OpenLC, qui n'intègrent pas véritablement ces problématiques d'économie circulaire, enfin pas pleinement. Voilà. Donc, bon, la conclusion de tout ça, euh, il y a deux difficultés aujourd'hui qu'on peut constater. D'abord, pour ce travail qui a été fait donc avec le consortium Record, on a vu, on a constaté quand même une certaine difficulté des acteurs à venir témoigner sur ces questions d'économie circulaire. Probablement parce que les entreprises sont aujourd'hui assez, disons, euh, gênées. Elles peuvent avoir des actions ponctuelles d'économie circulaire, mais enfin, on n'en est pas quand même à une approche qui est totalement généralisée. Et elles ont peut-être l'impression qu'elles ne représentent pas aujourd'hui des cas tout à fait exemplaires en termes d'économie circulaire. On existe certainement, mais ça a été un peu compliqué finalement de trouver des entreprises partenaires acceptant d'ouvrir toutes leurs données, nous expliquer exactement comment elles procédaient. Euh, le cas qui était peut-être le plus coopératif est celui de la SNCF, hein, avec la réutilisation de ballasts hein, qui sont utilisés sur les voies ferrées. Mais enfin, ça reste une application qui est finalement assez précise, assez spécifique et qui n'est pas généralisée à l'ensemble du cadre du groupe. Deuxième point qui nous a semblé finalement assez bloquant aujourd'hui, euh, c'est le manque aussi de bases de données et de
de capacité finalement à visualiser ce qui se passe. Donc, on a l'impression que les systèmes d'information ne sont pas vraiment au point pour traiter ces questions. Euh, alors, c'est peut-être lié à un certain flottement qui existe peut-être depuis quelques mois, mais qui est peut-être, à mon avis, un peu plus ancien. Et donc, ouais, ça représente effectivement une sorte de frein assez considérable qui mériterait effectivement d'être étudié sous un angle peut-être un peu plus sociologique. Euh, Trouver des bons interlocuteurs sur le sujet, ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà un peu. Donc, alors, vous voyez un petit peu du coup les sous l'angle de l'IRGO, l'économie circulaire. Ça reste quand même un sujet qui n'est pas forcément très facile à appréhender pour un laboratoire de sciences de gestion qui n'est pas uniquement focalisé sur les problématiques de logistique. Hein. Parce que, bon, en logistique, bon, on peut revenir effectivement sur ce thème précis, mais en tout cas, sur les questions, je dirais, quand on commence à avoir des chercheurs qui sont un peu dans tous les domaines, euh, bon, on ne peut pas dire qu'on ait un axe vraiment aujourd'hui centré sur l'économie circulaire. On a plutôt un axe RSE qui est un peu plus global. Bon, l'économie circulaire, ça intéresse certainement beaucoup plus un public d'ingénieurs qui a une vision un peu plus mathématique, certainement, en tout cas une analyse des flux physiques un peu plus précise. Et ce que les collègues là, tant côté Bayonne, Pau que Bordeaux proposaient, c'est qu'on étudie aussi cet aspect-là sous l'angle de la gouvernance. Parce qu'effectivement, forcément, on a toujours ces problématiques qui reviennent à un certain moment en discussion au sein du conseil d'administration d'une entreprise. Et puis aussi, qu'on l'évoque sous l'angle un peu plus stratégique des business models. Alors effectivement, il y a une voie possible là sur cet aspect-là. Et puis après, c'est vrai que il y a l'aspect un peu plus métrique, donc technique, mais qui renvoie à des problématiques de nature un peu plus sociologique. Alors, pour raisonner en termes de disponibilité des données et se plaindre, c'est vrai que on pourrait imaginer aussi qu'il y a un effort coordonné un peu plus avancé des acteurs. Pour l'instant, à l'issue, donc, quand on a remis ce document, on n'avait pas effectivement ce sentiment d'une coopération très, très forte entre les acteurs et de cohésion très forte. Voilà ce que pourrais dire un petit peu. Alors, j'espère un peu avoir couvert un certain nombre de thématiques. Un, euh, bon, les recherches potentielles que peuvent effectuer l'Ergo. Alors, pour moi, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a un sujet sur la comptabilité circulaire et je suis intéressé hein, par l'évolution, les innovations en termes d'outils de gestion. Et puis, après, l'économie circulaire, c'est aussi une sous-thématique, normalement, de la RSE. Et donc, si on s'intéresse à l'évaluation de la RSE dans une entreprise, on est obligé de prendre en considération aussi cet aspect d'économie circulaire. Il y a quelques travaux aux États-Unis pour savoir si les entreprises Bicorp, par exemple, intègrent mieux les problématiques d'économie circulaire. Alors là, il y a des passerelles, effectivement, c'est-à-dire entre les labels RSE et l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a une interaction ou pas? Je ne pense pas qu'il y en ait fait beaucoup de recherches en France sur cette thématique. Et même aux États-Unis, ça reste encore aussi assez balbutiant. Voilà, donc je terminerai là-dessus, puisque c'était un peu notre schéma de synthèse. Alors, j'espère que ces quelques propos
vous évoque font peut-être écho à certaines de vos préoccupations, à des éléments qui sont en lien avec vos centres d'intérêt. Merci Stéphane, effectivement. Je pense que tu peux conserver le partage ouvert. Ok, ça marche. Moi, j'ai quelques questions, mais effectivement, peut-être parole aux collègues. Si vous avez des sujets là effectivement, qui ont ouvert un peu euh, la curiosité et ouvert les chakras, n'hésitez pas. C'est à vous. Allez, je me lance. C'est toujours la première est toujours la plus difficile. Stéphane, est-ce que tu pourrais revenir sur ce graphe et peut-être mais c'est pour ma curiosité personnelle, peut-être Mm. commenter la façon, qu'est-ce qu'il traduit exactement? Tu n'es pas Bah, sans en fait, savoir. ouais, au départ, en fait, on a terminé cette étude avec une dizaine de propositions. Donc, si on compte bien, il doit y avoir une dizaine de points là, dans le graphe. Et en fait, ces 10 propositions, le board là, de Record nous a dit, bah, ce serait bien que vous hiérarchisez. Bon, à vrai dire, pour hiérarchiser de manière correcte, il faudrait presque faire une méthode Delphi ou disposer de l'avis d'un certain nombre d'experts et se mettre, travailler une journée entière et puis ensuite retraiter les données. Nous, ce qui nous semblait, c'est que au travers de tout ce qu'on avait pu voir pour finalement mieux gérer l'économie circulaire, notamment en France, il allait falloir opérer un certain nombre de changements. Et ces changements, il y en a certains qui doivent être plutôt envisagés en premier et d'autres qui pourraient intervenir dans un deuxième temps. Et il y a des changements qui peuvent être très fortement mobilisateurs de ressources et d'autres qui nécessitent en fait juste un changement de posture des acteurs, une sorte de mindset. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais ça ne nécessite pas d'argent à proprement parler. D'accord. Donc, pour ce qui concerne les pouvoirs publics, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une cellule, en fait, ou en tout cas une sorte de service qui soit dédié à cette thématique de l'économie circulaire. Bon, pour l'instant, pas vraiment, enfin, certainement des hauts fonctionnaires qui travaillent sur ces thématiques, mais un, ils sont peut-être pas forcément très facilement identifiables, et deux, il faudrait effectivement qu'ils jouent un rôle actif dans le système de normalisation et dans la saisie des données pour avoir une traçabilité sur les questions d'économie circulaire. Donc, finalement, ça, c'est plus de la réaffectation de ressources. Et puis, effectivement, avec des gens qui sont vraiment dédiés à cette tâche et avec une haute compétence dans ces domaines. Mais c'est pas ça qui va nécessiter le plus de moyens. Après, euh, Mhm. ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'organisation à proprement parler. Euh, tu peux te retourner vers toutes les associations savantes et académiques aujourd'hui en France. Il n'y en a pas une en particulier. Enfin, si, je crois qu'il y a un réseau récemment qui a été créé sur l'économie circulaire. Enfin, c'est très, ça commence juste et donc on peut pas dire qu'il y ait un financement massif euh, des recherches académiques dans ce domaine. Donc ça nécessite effectivement beaucoup plus de ressources. Et avant qu'on sollicite effectivement la profession comptable pour vraiment traiter ces questions d'économie circulaire, bah, il faudrait qu'on fasse plus de recherches et d'études de cas en coopération avec les entreprises et qu'on mette au point effectivement ces systèmes d'information qui n'existent pas. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui sur les recherches de comptabilité durable, il y a trois standards en fait qui tendent un petit peu à se dégager. Un peu les approches, disons, multicapitaux, qui sont des approches plutôt très globales, où on transforme les états financiers. On va parler du capital naturel et du capital humain, mais on ne traite pas à proprement parler, enfin, pas directement de ces questions de circularité.
Et ensuite, il y a des approches un peu plus de contrôle de gestion et comptabilité analytique qui sont très produits. Où on peut rapprocher par exemple la méthode ABC et la méthode ACV. Et c'est ce que nous, à Bordeaux, on a tenté de faire. Enfin, si on veut aller encore plus loin sur ces deux approches, hein, il va falloir développer des études de cas. La profession comptable n'ayant pas disons, de tradition de recherche particulière, sauf peut-être plus dans d'autres pays d'ailleurs qu'en France, parce que si on prend le cas de Kering, c'est aujourd'hui un groupe qui a une très belle comptabilité en ligne, aidé par PricewaterhouseCoopers, mais c'est PricewaterhouseCoopers Netherlands, c'est pas PricewaterhouseCoopers France. Donc, et la partie conseil des Pays-Bas accompagne Kering pour mesurer à l'échelon mondial les impacts de leurs externalités négatives sur toute une série de métriques. Bon, voilà, mais on a l'identification d'acteurs, entreprises qui coopéreraient vraiment avec des chercheurs pour avancer sur les questions de système d'information et améliorer les choses. Pour l'instant, voilà, c'est pas, on peut pas dire que ça soit vraiment, à notre connaissance en tout cas, lancé. Alors peut-être que sur des thématiques plus précises, certainement, peut-être, mais en tout cas, de manière un peu globale, pas à notre connaissance. Et on voit pas non plus ça émerger du côté des professions comptables. Donc il faudrait que ça soit effectivement plutôt pris en charge par les académiques. On pourra envisager dans un deuxième temps euh, effectivement un processus de normalisation de la comptabilité, pas de normalisation des indicateurs de circularité, mais c'est un travail qui est en partie déjà fait. Mais c'est vrai, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ESRS d'un côté et les normes ISO de l'autre, il n'y a pas de correspondance. Donc, ça paraît assez incroyable. Donc voilà un peu sur la logique. Alors après, on peut tout discuter, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah oui, mais en réalité, je crois qu'il y a quelques mois, Jean-Marc Jancovici a dit que la première chose qui était à faire, c'était de former les fonctionnaires sur la décarbonation, et pas que les fonctionnaires, les hommes politiques aussi. Bon, j'ai cru comprendre que sa proposition n'avait pas forcément reçu Oui. un écho très fort de la part des pouvoirs publics. Pourtant, l'offre de service était claire. Donc on peut tout imaginer, hein. C'était juste une proposition. À vrai dire, je ne voyais pas trop l'intérêt de re-hiérarchiser ces 10 propositions euh, parce que c'est une question de projet politique. Euh, les 10 points nous semblent intéressants. Après, bon, on peut tout discuter, revoir les priorités, revoir les ressources allouées. C'est vrai que la situation est un peu compliquée actuellement. D'abord, les finances publiques sont au point mort. Euh, on voit bien aussi la logique comptable qui est appliquée actuellement. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile pour les politiques de couper dans les dépenses et de comprendre ce qui va encore plus handicaper les entrées de recettes demain. Donc, voilà, c'est une vision comptable en fait qui est pas dynamique. Donc, c'est un peu. Alors, c'est en tout cas l'impression que ça donne. Donc, on se retrouve un peu au point mort de ce côté-là. On arrive aussi à un moment un peu particulier où, effectivement, dans l'actualité, on voit que euh, la sortie des États-Unis des accords de Paris va mettre un frein un peu à tout ça. Et c'est vrai que si on voyage aussi un petit peu dans le monde, et moi, l'an dernier, ça m'est arrivé à quelques jours de près, je, je suis rendu à la fois au Brésil et ensuite en Chine pour des cours, et on voit que les perceptions du développement durable varient beaucoup à l'échelon mondial. Et donc, on voit que réformer en fait nos systèmes d'information rencontre un frein considérable. On le voit aussi avec la CSRD
quand même, il y a un lobbying assez fort pour freiner. Peut-être que cette CSRD aussi, elle n'a pas été mise en œuvre d'une manière très intelligente. On a un peu oublié les travaux des académiques. Il n'est pas du tout question, par exemple, de théorie des systèmes. Je sais que Gisèle, tu connais particulièrement bien cette question à laquelle elle a été formée. On ne voit nulle part dans les travaux du reporting de durabilité de la CSRD l'obligation de faire une modélisation en analyse systémique, un peu comme d'ailleurs on peut le voir dans un travail là, qui avait été publié il y a quelques, pas très longtemps d'ailleurs, par un auteur qui s'appelle Franco en 2019. Il propose, je vais vous montrer, une modélisation des problématiques de circularité qu'on aimerait voir dans la CSRD et qu'on ne voit pas, en fait, hein. Donc, voilà, donc une approche dynamique donc des stratégies de circularité. Et donc, comme de par hasard, on trouve dans l'article à la quatrième page quelque chose que connaît très bien Gisèle. Ça, c'est intéressant. Et ça c'est une approche euh, intéressante avec une vraie modélisation. Eh ben, la CSRD, elle a complètement laissé tomber ce truc-là. Donc, je vois pas, donc du coup, je vois pas trop en fait quel est le sérieux de tout ça, quoi. Donc, il y a un gros travail, mais un travail qu'on doit continuer à mener finalement sans argent et en faisant une sorte de bricolage où nous, on va rester finalement en tant que Français déconnectés des travaux du Québec parce qu'on n'a pas non plus d'argent pour vraiment ni voyager, ni vraiment faire des choses équivalentes et coopérer avec eux. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Et le- la- la- il y a probablement effectivement un souci. Alors vous me direz, il en est de l'économie circulaire comme il en est de l'intelligence artificielle. C'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on risque d'être un petit peu à la traîne euh, sur ces questions. Ils sont- Tu parlais sur le graphe que tu partageais tout à l'heure, il y avait une notion de Oui. partage de la valeur entreprise. Est-ce que Oui. tu peux refaire un focus Alors, là-dessus? ouais, Quoi, sur le partage de la valeur, ça, c'est un sujet qui était assez important parce qu'en fait, à partir du moment où on change les, les circuits, les obligations en fait de retraitement d'un certain nombre de produits en fin de vie. Euh, on on va plus travailler avec les mêmes acteurs et on n'aura plus non plus forcément les mêmes coûts. Et donc intégrer en fait les injonctions les obligations de l'économie circulaire en fait, amène à revoir le schéma des partenariats et ça a des impacts sur les coûts, donc par conséquent sur la rentabilité. Donc, d'autres partenaires, alors des activités qu'on ne menait pas jusqu'à présent doivent être abandonnées, d'autres activités doivent être sous-traitées, et donc tout ça finalement va changer un peu les équilibres de création de valeur au sein d'une chaîne. Et on va avoir des potentiel blocage dans ces transformations de chaînes de valeur à un certain moment si on n'a pas des incitations pour que ce ne soit pas l'entreprise, mais la chaîne totale, donc la vue globale sur le cycle de vie, qui s'améliore. Donc, c'est toujours la difficulté de comment est-ce qu'on va opérer les subventions. Finalement, c'est exactement la même chose qu'on constate. On pourrait faire un parallélisme avec le cas des agriculteurs français. Parce que on dit les agriculteurs doivent être propres sur un plan environnemental. Bon, bah, pas de problème, on va être propre. Après, dans le même temps, on importe des produits qui, eux, sont pas propres. Bon. Donc, à ce moment-là, là, vous voyez un peu l'élément de friction. Sur l'économie circulaire, si on nous dit, ah, mais vous devez effectivement changer mais qu'effectivement, la conséquence immédiate de ça, spontanée, c'est la baisse de rentabilité, bah, il y aura immédiatement des éléments de blocage. Donc, il faut identifier où sont les enjeux pour pouvoir en fait inciter potentiellement fiscalement
un certain nombre d'acteurs à changer leur comportement et il faut peut-être potentiellement anticiper les bénéfices sociétaux de ces changements. Et ça, c'est pas forcément certain qu'on ait les outils de modélisation et les informations nécessaires pour comprendre ces processus en fait de transformation, de gains, de pertes euh, à l'échelon de l'entreprise, mais avec une vision un petit peu plus globale. Alors, il y a un chercheur qui, à mon avis, aujourd'hui en Europe, hein, vous avez deux chercheurs qui sont très connus et qui sont un peu les inspirateurs d'une pensée comptable. Il y a Rob Gray, qui est décédé et qui a eu très tôt avec Ian Devington des travaux sur la comptabilité durable, et qui disait finalement, rien ne prouve que l'analyse à l'échelon d'entreprise c'est le bon échelon en fait, d'analyse. Hein. Parce que dire qu'on va faire de l'économie circulaire à l'échelon d'entreprise, euh, bah, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et donc faire une comptabilité uniquement centrée entreprise, ça n'est peut-être pas non plus forcément très pertinent. Enfin, c'est pas suffisant. Il faudrait trouver d'autres choses. Et le deuxième enfin, un penseur, c'est Stefan Schelteger, qui est allemand, qui est dans le nord de l'Allemagne, à Lunebourg, et qui d'ailleurs dirige un des MBA les plus connus en Allemagne, qui est aujourd'hui l'un des plus grands pourvoyeurs de consultants en durabilité en Allemagne. Et donc lui, il a une vision effectivement qui est un peu plus pragmatique, un peu moins critique des outils. Oui. Je pense qu'il faut effectivement passer par des phases d'expérimentation. Bon, les deux approches sont intéressantes. Euh, il y a une chose de sûre, c'est que nos systèmes comptables aujourd'hui euh, sont très maladroits pour comprendre la valeur qui est créée, la valeur qui est détruite, la valeur qui est partagée. On le voit dans le cas des agriculteurs où je crois que on a sur le prix de la pomme, on sait quelle est la part qui revient à l'agriculteur qui produit des pommes, aux grands distributeurs, etc. Ces informations ont été rendues publiques dans la presse. Bon, mais ça, on l'a pas systématiquement pour tous les produits. On arrive à le reconstituer dans certains cas, et dans d'autres cas, c'est beaucoup moins clair. Donc, et là, justement, ce qui est intéressant, c'est sur ces schémas effectivement de partage de la valeur, quand il y a une nouvelle contrainte écologique qui doit être respectée sur une filière, c'est quoi finalement quel impact ça va avoir sur le jeu des acteurs et effectivement ces processus de création et de partage de la valeur. Et c'est pas le rôle justement des syndicats de filière ou de l'interprofession à prendre le sujet à bras-le-corps? Oui, alors bon, ça pourrait être intéressant de mener certainement des entretiens de ce point de vue sur la façon dont eux appréhendent euh, cette question de la valeur. Est-ce qu'ils l'appréhendent sous un angle purement économique, sous un angle écologique? Est-ce qu'ils Mhm. comprennent les passerelles entre la valeur écologique et la, et la valeur économique? Euh, Moi, j'en suis pas clairement sûr. Et puis, il y aurait en gros un indicateur un petit peu qui fédère l'ensemble des critères qui serait peut-être à mettre en œuvre dans vos recherches. Oui, ça serait possible. Alors ça, c'est un sujet d'ailleurs qui est intéressant, qui est d'ordre mathématique. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à agréger ou à comprendre en fait des interactions. Je pense que l'agrégation peut être intéressante pour des sortes de logiques de labellisation, d'analyse, d'amélioration d'une situation, mais ça peut pas totalement permettre de comprendre les blocages. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire de la recherche qualitative pour comprendre comment les acteurs se représentent une situation. Donc le concept de connectivité de ce point de vue est très intéressant, hein, les relations de cause à effet et la connectivité. Donc la connectivité et économie circulaire, c'est intéressant. C'est comment en fait un acteur se représente en fait l'ensemble des éléments de relation de cause à effet qui permettent d'améliorer la circularité d'un schéma d'activité. Donc le quali c'est intéressant et le quanti c'est intéressant. Alors il y a des tas de façons d'attaquer ces sujets sous un ordre quantitatif.
je dirais que synthétiser ça sous forme d'indicateur, oui, mais je trouve que pour ça que je pense que il y a plein de choses à faire à partir là, des méthodologies que connaît bien Gisèle, et que les modélisations ou les simulations nous permettent d'apprendre beaucoup de choses aussi sur euh, la façon dont un système peut évoluer et dont les acteurs aussi peuvent réagir par rapport aux évolutions de ce système. Ok. Gisèle, peut-être, hein, puisque Stéphane te cite à 3 reprises, peut-être si tu as un complément d'infos éventuellement à partager avec nous sur ce sujet. Non, après sur la théorie dynamique des systèmes, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet de projeter les politiques publiques. Donc c'est plutôt pour comme par exemple, nous on travaille beaucoup pour l'ADEME, où on va modéliser en fait les programmes volontaires de décarbonation qui met en relation différents acteurs, différentes actions, et on regarde en fait quelle est la performance des politiques publiques qui est mise en place en fait, les politiques publiques qui sont mises en place, pardon, pour pouvoir réajuster en fait les processus de décision ou mettre des ressources nécessaires sur tel ou tel acteur parce qu'on sait que ce sont eux qui vont être les catalyseurs et qui vont inciter une certaine dynamique entre les différents acteurs. Je pense en particulier aux fédérations professionnelles ou l'ADEME d'ailleurs, suite à des travaux qu'on a menés, a modifié son programme volontaire, par exemple le programme EVE, où ils ont mis beaucoup de ressources au niveau des fédérations professionnelles qui a enclenché une certaine dynamique au niveau des changements de comportement des organisations pour mettre en place des pratiques durables. Donc voilà, donc c'est intéressant la dynamique des systèmes à un niveau plutôt macro qui permet de voir effectivement la, comment orienter les politiques publiques. Ouais. Merci, merci Gisèle. Il nous reste 1, 2 minutes, peut-être s'il y a une dernière question éventuellement. Ah, Alain, tu as levé la main, je vois. Merci. En fait, ma question, il y a des problématiques qui ont été évoquées sur les systèmes d'information. C'est quoi, en fait, les problématiques qu'il y a au niveau des systèmes d'information pour l'économie circulaire? Aujourd'hui, sur des thématiques précises, les ingénieurs vont suivre les quantités physiques qui sont gérées, gérer les acteurs. Alors, par exemple, pour recycler certaines matières, euh, alors, je prends un premier exemple. L'économie circulaire, ça n'est pas qu'un sujet environnemental, c'est un sujet social. Donc, admettons, si vous appelez la SNCF et que vous avez un ballast, vous dites, OK, on fait maintenant de l'économie circulaire. Donc, vous n'achetez plus de ballast, hein. Donc, ceux qui vont produire le ballast mettent la clé sous la porte, puisque la SNCF n'achète plus dans cette entreprise. Donc, ça a des conséquences sociales. Donc, ça, c'est le premier point. Ces conséquences sociales, vous ne les voyez pas dans la comptabilité. Deuxième élément, quand vous utilisez un actif, la comptabilité n'est absolument pas, disons, conçue pour taguer, quelque chose qu'on pourrait faire d'ailleurs très simplement dans un outil comme X ou Twitter ou TikTok, on fait des hashtags là. Bah, il n'y a pas de système de hashtag en disant voilà, telle quantité de matière, elle est passée, elle est recyclée. Donc, les ingénieurs voient des choses dans leur analyse des flux physiques que la comptabilité ne voit pas. Et les comptables, d'ailleurs, les services financiers et comptables, ne sont pas particulièrement mandatés, en fait, pour visualiser ces éléments-là. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un système d'information où on peut appuyer sur aucun bouton pour calculer le degré de circularité du modèle. On ne sait pas faire. Donc voilà un peu, on se retrouve aujourd'hui un peu dans une forme d'impasse et tu pourras regarder, tu mets Circular Accounting sur Google Scholar et tu vas voir là, tu verras qu'il y a quasiment rien. La problématique, c'est l'adaptation des logiciels de comptabilité, c'est ça, la prise en compte de certains aspects Oui, particuliers. oui, absolument. Depuis 1970, en fait,
Dans beaucoup de domaines, c'est la même chose. Quand Internet est arrivé, on s'est rendu compte de rien. On n'a pas compris, en fait, qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence. En 1970, SAP est arrivé. SAP est arrivé qui a fait exploser le concept même de logiciel comptable. Il n'y a plus de logiciel comptable. C'est la mort du logiciel comptable. C'est le RP qui arrive. Le RP, c'est la promesse, effectivement, d'un système d'information où toute information arrivant dans le système est retraitée et récupérée. Si tu as un commercial qui prend une commande, eh ben, forcément, tu as les gens de la production qui vont voir la commande et qui vont pouvoir vérifier si les stocks sont à... Et donc, et ainsi de suite, et ça repasse vers les achats. Donc, cette circulation de l'information, c'était la promesse des ERP. Malheureusement, quand les informaticiens ont transposé les connaissances comptables dans SAP, ils ont appliqué en fait les consignes qu'on leur a données par rapport à la logique qui émanait, qui était qui émanait directement de Luca Pacioli. Il n'y a eu aucune évolution entre le 15e siècle et le 20e siècle. Donc, en 5 siècles, ça n'a pas évolué. Donc, c'est débit crédit. On n'a absolument pas conçu cette comptabilité avec un objectif de meilleure durabilité. Alors, SAP est en train de le faire. Donc, aujourd'hui, on risque à terme se trouver dans une situation où certains équipés de SAP auront peut-être un certain nombre d'options, et puis les autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Et donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, en fait, c'est de nouvelles nomenclatures et de recherches scientifiques beaucoup plus avancées. Aujourd'hui, quand tu prends un numéro de compte, par exemple, il faudrait qu'il puisse être automatiquement rattaché au numéro de référence des CoInvent, qui permet de faire de l'analyse de cycle de vie. Et ce lien-là n'est pas fait. Pourquoi il n'est pas fait? Parce que les experts comptables ne font pas leur boulot et parce qu'ils ne se sont jamais intéressés aux sciences environnementales. Ouais, j'aimerais savoir dans combien de masters de comptabilité et d'audit en France qui forment aux experts, à l'expertise comptable, il y a un cours d'analyse de cycle de vie. Il n'y en a pas un seul. Donc, tu demandes à un expert comptable aujourd'hui, c'est quoi EcoInvent? À mon avis, à 95%, la réponse est je sais pas. Donc, et alors, c'est tellement puissant, cette problématique, qu'il y a un nouveau courant qui s'appelle la science intégrée. Intéressant. Donc, ce nouveau courant dit de la science intégrée, dit voilà, on ne va pas arriver à résoudre en fait les problèmes si on ne rapproche pas en fait les différentes disciplines. Aujourd'hui, la séparation entre les sciences comptables et les sciences environnementales, elle est énorme. Il y a pas de, il y a pas de pont quasiment, ou très très peu de ponts qui sont faits. Donc, il faut revisiter, tu as tout à fait raison, il faut revisiter les questions informatiques, parce que pas d'informatique égale zéro progrès. La comptabilité CARE, qui est portée aujourd'hui par Jacques Richard et Alexandre Rambaud à Dauphine, ils n'ont pas de logiciel. J'ai recontacté mon amie Béatrice Bellini, il n'y a pas de logiciel. Et du côté de Nicolas Antome, Lift, il n'y a pas de logiciel. Pas de logiciel égale zéro déploiement et zéro généralisation des méthodes. Donc, c'est évidemment, tout passe par l'informatique. Et désormais, bah, tu as des startups qui sont ultra opportunistes, qui vont informatiser la CSRD. Bon, j'ai vu là, par exemple, la présentation du logiciel Kiosque, une plateforme informatique, tu as même de l'IA, qui est capable de générer un texte de plus ou moins bonne qualité, mais qui répond aux attentes de la CSRD. Mais on voit qu'on est un peu une sorte à la veille, un peu d'une sorte de Big Bang. Enfin, ce Big Bang, et c'est ce que j'écrivais dans un numéro spécial de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ne croyons pas que l'IA va tout résoudre miraculeusement. Si on ne se met pas à travailler sur les nomenclatures, il n'y aura pas d'effet miracle. Donc, normalement, voilà, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on a pu sortir la facteur X et ne pas demander dans le même temps à ce qu'on produise une information environnementale associée. Donc, il n'y a pas de travail de fond. Il y a des travaux qui peuvent être parfois effectués sur demande. Donc, ce qu'évoquait par exemple tout à l'heure Gisèle, ces approches de modélisation, c'est intéressant. Enfin, s'il n'y a pas de data et de bonne capacité de gérer cette data avec une certaine forme de normalisation à terme, bah, ça ne marchera pas. Voilà, ça c'est sûr. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un opérateur particulier qui est SAP, qui domine un petit peu le domaine, Oui, j'imagine. et encore, je ne sais même pas où ils en sont sur la question.
Ils en sont qu'au tout début parce que le gars qu'on a interrogé de la SNCF nous a dit ah ouais, on est en contact avec SAP, mais enfin, j'ai pas entendu de sa part qu'il y avait une solution miraculeuse qui avait été avancée. Quand Delphine Gibassier a fait sa thèse chez Danone pour mettre en place le carbone et l'eau à l'intérieur de SAP, ça a pris des années. Et en plus, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait pour Danone n'était pas généralisable pour les autres. Donc, c'est très compliqué en fait parce que c'est une usine à gaz. Donc, changer ce truc-là, c'est compliqué. Merci pour cet éclairage. Effectivement, il y a toute une expérience, des années de développement sur des systèmes complexes et difficiles à modifier. Très intéressant. Apparemment, de ce que je comprends, il y a encore pas mal de travail à faire, beaucoup de choses à regarder. Et je pense intéressant, Stéphane, tu sais qu'on lance des travaux, nous, sur des mises en place d'indicateurs sur la mobilité. Et je pense que tout ce dont tu as parlé tout au long de cette heure-là peut servir justement nos ambitions. On va travailler, nous, au niveau du réseau. Je crois que c'est dès jeudi. Dès jeudi, on va commencer à travailler, nous, sur une feuille de route. Et je ne manquerai pas tous, effectivement, de vous informer des suivis. Mais ce qui a été présenté là est assez intéressant, puisqu'on voit encore la marge de manœuvre importante qu'il y a à faire quoi, pour pouvoir parvenir à avoir un indicateur un petit peu englobant qui traite un petit peu de nos ambitions et notamment aussi des ambitions de la région, puisqu'elle aussi traite, enfin souhaite dans sa feuille de route Néoterra pouvoir traiter de la résilience des infrastructures et de la mise en œuvre de l'économie et de l'éco-circularité au niveau sociétal à l'échelle de la région. Mm. Merci beaucoup, Stéphane. Je propose d'arrêter l'enregistrement.